Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse d'Alten suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On regarde tout de suite le cours de l'action. On est sur une publication qui a été très bien accueillie par le marché. Le jour de la publication, on a ouvert en gap et on n'a pas clôturé ce gap. Donc est-ce que c'est le moment de jouer le retournement de cette action? On va regarder ça ensemble. Le chiffre d'affaires d'abord. Médiane de 13,23, donc une énorme croissance, une bonne croissance sur cette entreprise, sur tout le secteur en général, donc ce qui est ESN et R&D externalisé. Bien sûr, une décroissance en 2020, on sait pourquoi. 2021-2022, fort rattrapage, gros investissement des entreprises. Ensuite, vague inflationniste, ralentissement, prudence des donneurs d'ordre. La croissance a fortement ralenti. En 2024, on finit sur 2% de croissance. Donc c'est la croissance la plus faible, si on exclut 2020, c'est une croissance la plus faible depuis toujours, non, si on regarde, on est coté depuis très longtemps. On a eu, en 2013, période funeste en termes de croissance en France, on a eu 1,3%. Donc on revient à un niveau de croissance de 2013 qui n'est pas franchement une très bonne année en France. Alors, on a eu des acquisitions sur la période. On a eu 300 millions à peu près, un peu plus. 310 millions d'acquisitions en 2024. Donc ça a un peu aidé la croissance. Mais peut-être que si on n'avait pas fait cette acquisition, on n'aurait pas eu de croissance du tout. Bon, alors, est-ce que maintenant on va se retrouver... est-ce que c'était le bas du cycle et maintenant on va repartir? Ça, c'est à vous de voir. Vous regardez les analyses de marché, vous regardez ce que disent les concurrents, vous regardez ce que disent les donneurs d'ordre, etc. Là, en fait, c'est la dépense d'investissement des entreprises clientes qui va driver le chiffre d'affaires de Alten. Alors, bon, on voit qu'il n'y a pas vraiment de croissance, mais que potentiellement ça peut repartir, mais nous ça tombe bien, on valorise pas les entreprises avec de la croissance, on veut à minima qu'il y en ait, que ça soit supérieur à 0, voire que sur une certaine période il y ait un peu de croissance et on s'autorise à avoir cycliquement un point bas, mais on n'en tient pas compte. Alors, on regarde le taux de marge brute, donc difficile le taux de marge brute de le maintenir au niveau médian de 20%, effet ciseau classique, donc, et en plus sur la période 2023-2024, inflation salariale, ce qui veut dire que comme ça rentre dans la marge brute, les salaires des ingénieurs, eh bien ça vient attaquer de suite la marge brute d'avoir l'inflation des salaires. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse, donc on a réussi à dégager de l'efficience opérationnelle, donc c'est-à-dire que les coûts de structure ont dû baisser pour Alten, puisque c'est les coûts opérationnels, c'est vraiment les dépenses générales d'administration, etc. On est à un niveau qui est relativement élevé à 12,2%. On est même au plus haut sur la période étudiée, donc ça c'est excellent. Le taux de marge nette n'a pas du tout suivi la même trajectoire, donc il va falloir voir si c'est un problème sur les bénéfices nets à cause de dépenses non cash ou si on a vraiment baissé en termes d'efficience financière. Donc ce qu'on voit ici sur le taux de marge nette, par contre, c'est pas rassurant. Si on veut se rassurer, on regarde le free cash flow margin, la marge de free cash flow, et là on voit qu'en fait elle ne bouge pas, cette marge de free cash flow, elle ne suit pas la même trajectoire que la marge nette, donc en fait ici on a un problème de dépenses non cash, peut-être des dépréciations, mais il n'y a pas de problème en réalité sur les free cash flow, et c'est ça le plus important. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on est finalement sur une entreprise qui est très très bien gérée. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Sur la période, on a une légère différence de 400 millions. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce qu'on améliore le BFR? Non, il se dégrade, donc ça vient attaquer les free cash flow. Est-ce que les capex sont supérieurs aux prestations amortissement? Non. Donc on n'investit pas tant que ça dans l'appareil industriel productif. D'ailleurs, depuis 2020, on est en train de baisser le périmètre de l'entreprise. En tout cas, on fait plus autant d'investissement qu'avant. Donc à voir si c'est judicieux et si ces capex ne vont pas reprendre par la suite, parce que si on n'investit plus, eh bien on va se retrouver à perdre des parts de marché par la suite. Maintenant, en fait, c'était pas si bête que ça de baisser les dépenses en capital, vu qu'on voit qu'à l'heure actuelle la croissance est faible. Toujours est-il que ça, normalement, ça aide les free cash flow, donc il doit y avoir encore du other cash items. Il y en a un petit peu, donc à mon avis, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie si vous voulez connaître la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Elle n'est pas si grande que ça, donc je pense qu'on peut utiliser les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle. On est sur un rendement des capitaux investis de 13,8% en médiane.
Depuis 2019-2020, ça a quand même bien descendu, mais on a rebondi. À l'heure actuelle, on se trouve sur du 10,2%. Ça reste convenable, puisqu'il n'y a pas de croissance. Donc les excédents de cash qu'on va dégager, on va pouvoir les utiliser pour rembourser la dette, rémunérer l'actionnaire, faire des acquisitions. On va regarder d'ailleurs le niveau de dette de l'entreprise. Il n'y a quasiment pas de dette, on peut l'ignorer. Elle a un niveau très faible, cette dette, donc ça c'est excellent. Le bilan est très solide et ça dégage même de la place pour faire des acquisitions s'il y a des opportunités dans le marché. Ensuite, on regarde le rendement de l'actionnaire. On se trouve sur un dividende de 52 millions, ce qui est très faible. Si on fait 52 divisé par 3380, ça nous fait un rendement de 1,5%. Donc c'est pas très élevé. Et en plus, ce qui est moins bien, c'est qu'il y a de la dilution. Alors c'est pas une forte dilution, mais il y a la dilution régulière. Donc il doit y avoir de la rémunération en action sur cette entreprise. Et donc ça nous fait un rendement d'actionnaire excluant la dette de 1,56%, ce qui est pas franchement très élevé. Surtout qu'on a beaucoup de marge sur les free cash flow pour augmenter le dividende. Et si on veut pas s'engager à augmenter le dividende, on pourrait faire des rachats d'actions, au moins pour annuler la dilution, ce qui n'est pas le cas. Donc l'actionnaire est finalement pas si bien traité que ça sur Alten. Et si on regarde maintenant la valorisation de l'entreprise, on va se mettre en price earnings, on est sur un PI 12 derniers mois, donc un rapport court-bénéfice 12 derniers mois de 13 contre une médiane de 17,5. Là, il y a une bonne décote, donc il y a bien 25-30% de décote sur ce multiple-là. Donc ça peut être intéressant, puisqu'il y a une marge de sécurité. Conclusion du dossier Alten. À ce niveau-là, c'est pas si cher payé. Si la croissance repart, ça va fortement rebondir, à mon avis. Donc, si vous êtes intéressé par ce secteur et par cette entreprise, je pense que vous pouvez la mettre en watchlist. Ensuite, allez lire les rapports financiers, lire le document d'enregistrement universel, écouter les conf calls, etc. Vous faire votre propre opinion. Quantitativement, c'est en tout cas intéressant. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.